Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, chers collègues et chers amis, alors qu'il me revient la lourde tâche, mais aussi le plaisir, de prononcer l'allocution de fin de congrès de notre organisation, et avant votre discours de clôture, Madame la ministre, je voudrais reprendre les 3 engagements qui ont rythmé notre congrès. S'organiser, résister, proposer. Oui, c'est sous l'auspice de ces 3 engagements que nous nous sommes rassemblés pendant 2 jours pour un congrès particulièrement dense. 3 engagements qui résument à la perfection notre mobilisation à tous, notre volonté, notre programme. S'organiser, j'ai envie de dire, oui, enfin s'organiser. C'était une nécessité, je dirais même une urgence absolue, dans un paysage syndical éclaté, morcelé. Rappelez-vous, au moment de la signature du contrat d'avenir en 2009, il n'y avait pas moins de 9 organisations syndicales patronales. Cela ne pouvait pas durer. Il nous fallait nous fédérer, nous unir, mettre un terme à cette pléthore de syndicats. Les membres des gouvernements successifs nous l'ont fait aussi comprendre, parfois à notre détriment, en jouant de ces interlocuteurs un peu trop nombreux. Vous connaissez l'adage « diviser pour mieux régner ». Vous, les adhérents du Synorca, et vous tous professionnels, vous, les adhérents de la CPIH et de la FAGIT, vous nous l'avez demandé. Vous avez insisté pour que nous nous regroupions sous une seule et unique bannière, pourvu qu'elle soit forte, puissante et qu'elle défende efficacement vos intérêts. La loi sur la représentativité nous y a invités en menaçant les plus faibles de disparition en 2017. Mais c'est surtout notre vision partagée du syndicalisme entre la CPIH, la FAGIT et le Synorca qui nous en a définitivement convaincus. Nous voulions bâtir ensemble une organisation forte et indépendante, au service des entreprises patrimoniales, au service des indépendants. C'est cette organisation que nous avons voulu, Gérard Guy, Claude Domas et moi-même, pour vous, avec vous. Nous nous sommes mis en ordre de marche en faisant nôtre la maxime d'Ésope, ce sage grec qui nous disait « Autant l'union fait la force, autant la discorde expose à une prompte défaite ». Le GNI, le Groupement national des indépendants, est né il y a quelques semaines. Il rassemble la CPIH et son partenaire l'API, la FAGIT et le Synorca, avec son allié le SNDLL, le syndicat leader du monde de la nuit en France. Ce GNI a vocation à devenir la première force syndicale de notre secteur d'activité. Il est déjà la première organisation véritablement indépendante à votre service, vous les chefs d'entreprise, vous les indépendants. Il rassemble déjà plus de 23 000 établissements, représentant une force d'emploi de 260 000 salariés. De nombreux professionnels de réseaux d'indépendants nous ont confié leur souhait de nous rejoindre très rapidement. L'histoire est en marche. Dans moins de 2 semaines, le 18 novembre prochain, pendant le salon Equipotel, le GNI tiendra sa première assemblée confédérale constitutive. Près de 100 professionnels issus de nos organisations fondatrices et à parité parfaite y participeront. Ce sera le moment d'élire le conseil d'administration, le bureau exécutif et le président du GNI. Puis, dans les prochaines semaines, nos collègues des régions, des départements, s'organiseront pour déployer le GNI en région. Voilà le programme, nous mettre en ordre de bataille pour construire et faire fonctionner une organisation de proximité pour vous, les indépendants. C'était votre exigence, c'est aujourd'hui notre devoir. Et je vous le dis, nous n'avons pas le droit à l'échec. Résister en ces temps de crise doit être notre première obligation. Depuis l'an passé et notre dernier congrès,
la situation économique et financière de la France, de nos entreprises, a continué de se dégrader. La crise frappe vos établissements, tous sans exception, même si certains s'en sortent mieux que d'autres. Les charges qui pèsent sur nos entreprises sont étouffantes. La pression fiscale reste toujours forte, trop forte, avec une hausse de la TVA de près de 50% cette année et un doublement de ce taux en l'espace de 4 ans. Que dire des autres impôts, taxes et redevances, droits de terrasse, taxes de séjour, taxes sur les dividendes, SACEM, SPRÉ et le reste. Il suffit pour s'en convaincre de prendre l'exemple de l'hôtellerie française. La France fait partie des pays où les hôteliers subissent l'une des plus fortes pressions fiscales au monde. Pour 100 € de chiffre d'affaires, plus de 25 € sont captés par les impôts, les taxes et les cotisations obligatoires, quand c'est moins de 20 € en Allemagne et même moins de 16 € aux Pays-Bas. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi compter avec les mises aux normes sécurité et accessibilité qui continuent, quant à elles, de mobiliser nos investissements et de pomper le reste de notre trésorerie quand il en reste. Nos professionnels hôteliers, mais aussi restaurateurs et traiteurs organisateurs de réception, croulent sous les commissions exigées par les intermédiaires. Je fais référence aux commissions versées aux OTA. Ou encore aux commissions, je voudrais plutôt dire aux rançons exigées par les loueurs de salles auprès de nos traiteurs organisateurs de réception. Enfin, le coût du travail demeure une préoccupation majeure dans notre secteur où la masse salariale représente entre 35 et près de 50% des charges d'exploitation. Et pendant que nos charges ne cessent de croître, notre activité continue de reculer. Le troisième trimestre 2014 marque une nouvelle baisse d'activité, moins 0,5% pour les hôtels, moins 1,5% pour les hôtels-restaurants, moins 3% pour les traiteurs organisateurs de réception et les brasseries, moins 4,5% pour les restaurants, moins 6% pour les cafés-bars. En un an, la baisse d'activité enregistrée par le secteur est en moyenne de 3%. Il est vrai qu'en ces temps de crise, le pouvoir d'achat de nos concitoyens ne cesse de se contracter. Selon 60 millions de consommateurs, les Français ont perdu 4% de leur pouvoir d'achat en 5 ans. Pas étonnant qu'ils restreignent leurs sorties et qu'ils se tournent vers d'autres modes de consommation, privilégiant les meublés touristiques aux hôtels et même maintenant les restaurants clandestins et autres soirées improvisées. Cette nouvelle concurrence déloyale que proposent les sites communautaires frappe frauduleusement et très durement notre secteur. Il nous faut donc résister et pour cela, le GNI sera là au quotidien pour vous informer, pour vous conseiller, pour vous défendre. Le GNI doit aussi peser sur la politique du gouvernement et les choix de nos parlementaires. Je propose que le GNI négocie avec les pouvoirs publics un véritable choc de revitalisation de notre secteur. Je ne peux pas et nous ne pouvons pas accepter que chaque semaine, 4 hôtels indépendants disparaissent. Nous ne pouvons pas rester sans réagir quand les restaurants, cafés, bars, brasseries continuent d'être le premier secteur concerné par les défaillances d'entreprises, des défaillances qui, au troisième trimestre de cette année, ont encore augmenté de 30%. Nous ne pouvons pas accepter que nos traiteurs organisateurs de réception fassent, s'agissant des extras, l'objet de sanctions aussi injustes qu'injustifiées et contraires au droit du travail, mettant en péril leurs entreprises. C'est pourquoi le GNI n'a pas attendu la signature de ces statuts au mois d'octobre pour commencer à agir. Nous nous sommes mobilisés pour faire obstacle à une augmentation inconsidérée de la taxe de séjour. Grâce à nos efforts,
grâce à l'écoute et la qualité de dialogue de Laurent Fabius et vous-même, Madame Delga, dont nous tenons à souligner l'engagement pour nos métiers, cette augmentation devrait être contenue. Selon le projet d'amendement gouvernemental, le plafond de la taxe de séjour ne devrait pas bouger pour les hôtels 1 et 2 étoiles, l'essentiel de la hausse se concentrant sur l'hôtellerie de luxe, comme vous pouvez le constater et comme nous pouvons aussi le regretter toutefois. Mais nous avons mis 2 conditions à l'acceptation de cette hausse, 2 conditions mises par nos professionnels. La première, que l'on passe désormais au réel. C'est déjà un engagement pris par la mairie de Paris pour 2015, et je sais que d'autres communes l'appliquent déjà ou l'appliqueront. Ce passage au réel vous permettra de faire supporter entièrement à la clientèle cette taxe et même de gagner en compétitivité sur les sites des OTA. La deuxième, que l'ensemble des acteurs du monde de l'hébergement s'acquittent de cette taxe. Je fais bien évidemment ici référence au meublé touristique. Le gouvernement a entendu notre proposition et nous a dit être en négociation avec des sites comme Airbnb pour qu'ils deviennent les référents fiscaux de ces loueurs et collectent directement auprès d'eux cette fameuse taxe de séjour dont acte. Cet encadrement des meublés touristiques a été et continuera à être un cheval de bataille pour le GNI. J'y reviendrai, même si nous commençons à être entendus. Nous nous sommes mobilisés également sur le dossier des allergènes pour que l'information exigée au niveau européen puisse se faire oralement auprès de nos clients, tout comme l'affichage de smiley dans le cadre des contrôles d'hygiène, une idée farfelue au possible, lourde de conséquences si elle devait être adoptée. Nous nous sommes opposés fermement au projet de déréglementation des licences de débit de boissons. Celui-ci est en passe d'être abandonné à la suite de notre action. Nous avons œuvré pour signer avec nos partenaires sociaux un avenant à notre convention collective permettant une annualisation du temps de travail. Ce texte a été signé grâce aux négociations bilatérales menées par le GNI. Il permettra à vos entreprises de compenser les heures supplémentaires effectuées par vos salariés par des heures de repos au-delà de 4 semaines prévues par le Code du travail. Dans un secteur à forte variation d'activité, et je ne pense pas qu'aux entreprises saisonnières, bien que ce soient les premières concernées, mais c'était une nécessité, je dirais même plus une exigence. Nous avons également œuvré à l'augmentation des plafonds, des prêts de modernisation, de la restauration dans le cadre du FMR. Tout à l'heure, les directeurs de la BPI vous ont expliqué et annoncé que, sous réserve que les décisions soient avalisées par les conseils ad hoc, le plafond de ces prêts passerait de 300 000 à 600 000 euros, la garantie de la BPI accordée aux banques soit portée à 75% du montant du prêt. Vous savez maintenant que vous pouvez aussi saisir la BPI en direct. Ces prêts concernent aussi bien les reprises d'établissements que le financement de votre trésorerie, pour peu qu'elle ait pour objet de faire face à des investissements d'amélioration, d'agencement, d'achat de matériel ou de mobilier. Enfin, nous avons obtenu le vote d'un amendement de loi permettant de sécuriser la transmission de nos droits de terrasse. Désormais, le vendeur comme l'acquéreur sont en droit de demander à la mairie de leur commune un certificat garantissant au repreneur le droit de poursuivre l'exploitation de la terrasse dans les mêmes conditions. Vous pouvez le constater, les succès sont déjà au rendez-vous. Pour le GNI, ce n'est pas suffisant. Il nous faut plus que résister, il nous faut proposer. Proposer. Le Sinorca s'est toujours voulu une force de proposition. C'est sa marque de fabrique, ce qui l'a toujours distingué dans le paysage syndical. Croyez-moi, avec mes amis de la CPIH et de la FAGIT, les choses ne vont pas changer avec le GNI. Elles vont simplement
prendre une autre dimension. Les propositions que je vous livre aujourd'hui, à vous, Madame la Ministre, mais aussi à vous tous, chers amis, s'organisent autour de 3 exigences. D'abord, à rétablir les marges des professionnels. Aujourd'hui, nos marges sont exsangues. La faute à une baisse de fréquentation de nos établissements, conjuguée à une diminution du ticket moyen, mais aussi à des charges toujours plus importantes. Il suffit, pour s'en convaincre, de prendre connaissance de notre dernier observatoire I+C Sinorca. Les professionnels se plaignent tous, quels qu'ils soient, d'une diminution de leurs marges. Les problèmes de trésorerie se multiplient. Un tiers des professionnels fait état d'une nouvelle dégradation de leur trésorerie en cette fin d'année. Il nous faut donc agir si nous voulons sauver nos entreprises. En premier lieu, je demande qu'un véritable effort soit fait pour abaisser le coût du travail. Alors que le chômage ne cesse de croître, atteignant des records, et que nos entreprises rechignent à embaucher, la solution ne peut venir que par la conjonction de 2 actions fondamentales. 1. La réduction des charges sociales et fiscales sur les rémunérations versées aux salariés, quel que soit leur niveau de rémunération. Oui, Madame la Ministre, le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité des entreprises, est une réponse au coût du travail, mais elle n'est que partielle. Il faut aller plus loin, il faut aller plus vite dans cette baisse du coût du travail. Vous l'avez compris avec le projet de suppression des charges sociales sur le SMIC. Madame la Ministre, 0 charge sur le SMIC, c'est bien, mais il faut que les baisses de charges concernent aussi les salaires plus élevés afin d'éviter la fameuse trappe à SMIC. 2. La simplification du droit du travail. Madame la Ministre, il faut simplifier les formalités liées à l'embauche pour tous nos salariés. Trop souvent, je suis interpellé par des chefs d'entreprise qui me disent ne plus vouloir embaucher d'apprentis tellement les règles sont contraignantes. Je vous livre un exemple. Pour embaucher un apprenti en cuisine, nous devons produire les factures de tous vos appareils tranchants, coupants ou malaxants afin de garantir la sécurité de l'apprenti. Mais a priori, Madame la Ministre, vous êtes intervenue pour que cela cesse et je vous en remercie. Je veux bien que la sécurité de nos jeunes soit une préoccupation de nos dirigeants, une préoccupation que nous partageons d'ailleurs, mais cessons de prendre nos professionnels pour ce qu'ils ne sont pas, à savoir des patrons peu soucieux de la santé de leurs salariés. Nous avons, dois-je le rappeler, été la première branche importante à mettre en place un régime de mutuelle remboursement frais de santé. Ce régime est fondé sur la solidarité. Il nous faut le préserver. Il faut absolument que nous puissions, entreprises, organisations patronales et avec nos amis partenaires donc, des collèges salariés, il nous faut absolument conclure un nouvel accord sécurisant ces 2 contrats, ces 2 beaux contrats que sont les contrats HCR Prévoyance et HCR Santé. Nous avons cette année signé un avenant à notre convention collective sur la santé au travail. Un avenant, Madame la Ministre, toujours en cours d'extension, près de 4 mois après sa signature. Et nous venons, au Sinorca, de recruter une personne en charge de l'embauche et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Vous voyez, la solidarité n'est pas un mot pour nous, mais c'est du concret. J'ajoute que cette solidarité se manifeste également par les logements mis à la disposition des salariés de nos adhérents dans le cadre du 1% patronal. Notre société immobilière gère à ce jour 550 appartements, dont une 50aine vient de nous être livrée. Il faut aussi simplifier les différentes formes de contrats de travail qui existent. Aujourd'hui,
nos professionnels ne peuvent plus embaucher sous contrat de travail à temps partiel. À trop vouloir protéger ses salariés en imposant une durée minimale de travail de 24 heures par semaine, nous les avons exclus du monde du travail. Madame la ministre, je vous demande de nous aider à sortir de cette impasse en permettant à nos entreprises, notamment nos TPE, de déroger à cette règle. Autre point d'achoppement, les extras. À trop vouloir protéger, souvent contre leur gré, nos extras, les tribunaux menacent la pérennité même de nos entreprises. J'ai lu, Madame la ministre, des décisions de justice condamnant à plus de 100 000 € des traiteurs organisateurs de réception au motif qu'ils ne démontraient pas le caractère temporaire des contrats d'extra en cause, alors même que les juges reconnaissaient le caractère ponctuel de la réception justifiant leur recrutement. Madame la ministre, quand on marche ainsi sur la tête, il ne faut pas s'étonner de ne pas avancer. Je vous demande, Madame la ministre, aussi de nous aider à sécuriser l'emploi de nos extras en prenant donc toutes les dispositions nécessaires, qu'elles soient législatives ou réglementaires. Enfin, il nous faut réformer définitivement le droit du licenciement. N'ayons pas peur de le dire, si nos entreprises peinent à embaucher, c'est parce qu'aussi elles ont peur, le moment venu, de ne pas pouvoir se séparer de leurs salariés. Mais je vous rassure, réformer, Madame la ministre, ne veut pas dire pour nous supprimer le motif. Rétablir nos marges, c'est aussi développer notre activité. Il existe aujourd'hui des leviers évidents, comme le fait de pouvoir ouvrir son commerce le dimanche ou encore la nuit. Certes, cela ne concerne pas directement ou exclusivement nos établissements, mais il est essentiel, selon nous, de s'adapter aux nouveaux comportements de consommation de nos concitoyens et de nos touristes. Un grand magasin ouvert, c'est un magasin qui draine de la clientèle, pour lui comme pour nous. Croyez-vous qu'Internet ferme le dimanche? Croyez-vous qu'Internet ferme la nuit? Permettons donc à ceux qui veulent travailler de le faire. Rétablir nos marges, c'est enfin contenir les charges, les commissions que nos intermédiaires ou partenaires exigent de nous. Non, messieurs de la SACEM ou de la SPRE, nos établissements ne paieront pas les déficits de votre gestion et votre incapacité à vous faire payer de tous ceux qui diffusent ou mettent à disposition de la musique. Non, mesdames et messieurs des OTA, nous n'accepterons pas plus longtemps que vous nous imposiez des commissions exorbitantes tout en nous empêchant de rétablir un lien direct entre nos clients et nos établissements. Je vous demande, Madame la Ministre, d'interdire à ces sites de réservation en ligne les clauses léonines de parité. Rétablir nos marges est donc une priorité absolue, mais cela ne pourra se faire qu'à condition, et c'est ma deuxième exigence, de définir un nouveau cadre réglementaire à notre activité, un cadre équitable et stable. Il faut en finir avec la concurrence déloyale à laquelle se livrent de nouveaux acteurs grâce à Internet. Il faut, Madame la Ministre, encadrer plus sévèrement la location des meublés touristiques. Celle-ci ne cesse de croître de jour en jour. Il y avait 18 500 logements à louer à Paris en mai 2013. Il y en a désormais en 2014 35 000. Parmi eux, combien croyez-vous s'acquittent de la taxe de séjour? Combien d'entre eux s'acquittent de la TVA? Combien d'entre eux s'acquittent de l'impôt sur les revenus ainsi engrangés? Combien d'entre eux emploient du personnel déclaré? Quasiment aucun. La faute à des textes bien trop permissifs. Je propose, Madame la Ministre, que toutes les locations de meublés touristiques soient d'une façon ou d'une autre portées à la connaissance des communes qui les abritent par l'intermédiaire des sites, notamment afin que les contrôles puissent s'opérer. Que ces locations soient interdites pour une durée inférieure à 7 nuitées consécutives pour en finir
avec une concurrence frontale et déloyale avec nos hôtels. Que la location de courte durée, c'est-à-dire possible au sein d'une résidence principale, sans changement de destination du bien immobilier, soit interdite au-delà d'une durée de 6 semaines, correspondant à la durée des congés payés et autres RTT cumulés. Et enfin, que ces loueurs de meublés touristiques s'acquittent de toutes les charges et taxes fiscales que nous supportons et que cesse ce que nous déclarons très nettement être du travail au noir. Il en est de même, Madame la Ministre, de ces restaurants clandestins qui fleurissent sur la toile. Combien d'entre eux justifient d'un permis d'exploitation leur permettant de vendre de l'alcool? Combien d'entre eux ont été formés au respect des règles d'hygiène et de sécurité? Combien d'entre eux informeront leurs clients sur les allergènes? Nous avons, Madame la Ministre, saisi la DGCCRF afin qu'elle mette un terme à ces activités clandestines et déloyales, mais nous attendons pour l'instant encore sa réponse. Entre-temps, nos établissements se meurent et je vous demande très officiellement d'agir à nos côtés. Ce nouveau cadre réglementaire que j'appelle de mes vœux s'adresse aussi à l'administration. Il faut en finir avec le fait du prince, cette règle d'un autre temps qui autorise l'administration à fermer un établissement, à lui interdire de continuer d'exploiter une terrasse ou d'ouvrir pendant la nuit sans autre forme de procès. Nos professionnels sont des citoyens comme les autres. Ils ont droit à la justice, ils ont droit de se défendre. Je demande qu'aucune mesure administrative ne soit prise sans être motivée et sans respect d'une procédure contradictoire permettant aux professionnels de s'exprimer. L'encadrement de l'administration doit aussi concerner notre fiscalité. Aucune réforme fiscale ne doit pouvoir être adoptée sans un minimum de concertation. L'épisode de la taxe de séjour, qui a vu des parlementaires voter une multiplication par 5 de celle-ci, et Madame la Ministre, j'ose vous le dire, c'est une décision, elle est inadmissible, irrespectueuse des professionnels et irresponsable. Enfin, ce nouveau cadre réglementaire équitable doit concerner nos intermédiaires. Madame la Ministre, pendant des mois, nous avons travaillé à l'élaboration d'une norme AFNOR concernant les avis en ligne. Combien de sites l'ont adoptée? À ce jour, j'en compte 6, parmi lesquels ne figure pas le leader mondial TripAdvisor. Celui-ci avait pourtant sollicité et obtenu de participer à l'élaboration de cette norme. Nous avons, CPIH, Fagit, Sinorca, écrit aux dirigeants de TripAdvisor afin de leur demander s'ils acceptaient de respecter cette norme AFNOR. Cette lettre leur a été envoyée il y a plus de 3 mois. Ils n'ont même pas eu la courtoisie de nous répondre. Aujourd'hui, Madame la Ministre, il faut exiger de ces sites qu'ils respectent ces normes. Elle seule garantira à nos entreprises que le client qui a posté un avis sur un établissement l'a effectivement fréquenté. Elle seule garantira à nos établissements un véritable droit de réponse rapide et efficace. Je propose une loi numérique rendant la norme AFNOR obligatoire. Et comme tout va très bien sur Internet, la création aussi d'un observatoire des pratiques numériques. C'est indispensable aujourd'hui de voir ce qui se passe. Les OTA, Madame la Ministre, pillent chaque jour nos marques, les noms de nos hôtels, de nos restaurants, de nos brasseries, de nos cafés, pour générer du trafic sur leur propre site. Si un recours en concurrence déloyale est possible contre l'annonceur, aucune action n'est possible contre Google. Son statut d'hébergeur le met à l'abri, beaucoup trop facilement, bien évidemment. Il nous faut réviser le régime de responsabilité des moteurs de recherche. Dès qu'un moteur de recherche est informé de l'abus, du pillage de marque auquel se livre un annonceur, pièce à l'appui, l'annonce doit être retirée sans délai. Le combat sera long, éprouvant, puisque c'est de la révision d'une directive européenne dont il s'agit, mais il doit être livré. Ces moteurs de recherche doivent aussi se voir imposer une neutralité.
Je m'explique. Aujourd'hui, Google, c'est 95% des recherches sur Internet. 95%. Ce moteur se positionne désormais sur le marché de l'hôtellerie-restauration avec Google Hotel Finder. Or, seuls les OTA et les chaînes hôtelières ont la possibilité d'afficher les prix de leur propre site sur Google Hotel Finder. Ce n'est pas normal. Assurément pour nous, le GNI, qui défendons les établissements indépendants. Google le sait, alors qu'il négocie une série d'engagements avec la Commission européenne. Madame la ministre, je vous demande de ne rien lâcher et d'obtenir de la Commission européenne qu'elle exige de Google des engagements précis sur ce point, que Google s'engage à respecter la neutralité que l'on est en droit d'attendre d'un moteur de recherche. Madame la ministre, l'Europe, la Commission européenne, le commissaire européen en charge de la concurrence sont plus prompts à se saisir de dossiers d'abus de position dominante pour des sociétés françaises ou européennes que d'agir contre Google. C'est une honte. Ces gens-là ont failli, ils ont failli à leur devoir. C'est dans cet esprit que je vous annonce que le GNI rejoint Open Internet Project afin de mener ce combat. Seul représentant de l'hôtellerie-restauration, nous peserons de tout notre poids au sein de cette association pour faire respecter nos droits. Cet encadrement des intermédiaires ne concerne pas seulement de grands sites mondiaux, il concerne également des intermédiaires de taille beaucoup plus modeste. Je fais référence ici aux loueurs de salles qui, sans vergogne, imposent à nos traiteurs, organisateurs de réception, le paiement de commissions dans la plus grande opacité. Et pour cause, ils ont déjà fait payer la location de la salle aux clients. Et ils exigent donc de nos traiteurs que ces commissions qu'ils leur surfacturent ne soient pas portées à la connaissance des clients. Nous avons saisi la DGCCRF et obtenu de premiers résultats. Mais je vous demande, Madame la Ministre, d'agir pour que ces commissions non déclarées soient interdites, car de plus, elles mettent les entreprises en difficulté quant au régime de TVA. Il nous faudra pour cela exiger de la DGCCRF qu'elle fasse son travail et exiger de l'administration aussi, elle-même propriétaire de salles, qu'elle s'interdise cette pratique, car l'administration le fait aussi. Enfin, Madame la Ministre, je vous demande de nous accompagner dans la valorisation de nos métiers et de nos établissements. Vous avez commencé à le faire en créant la mention « fait maison ». C'est un début qui permet de répondre à la demande de transparence de nos clients et à la demande de reconnaissance de leur travail par nos professionnels. Dans ce domaine, Madame la Ministre, je vous le dis solennellement, ne cédez pas à la pression de quelques vieux ringards en mal de reconnaissance en créant le statut d'artisan cuisinier. Cela fait plus de 40 ans qu'ils se battent pour cela. Notre métier de la restauration aurait-il si peu évolué depuis 40 ans pour qu'on ait besoin de ces vieilles recettes? Comble de tout cela, ce sont les mêmes qui ont torpillé le fait maison et s'y rallient maintenant pour mieux l'enterrer. En le faisant, vous allez créer une caste dans nos restaurants, faisant fi de la notion d'équipe. Que penseront nos jeunes dans nos écoles quand ils sauront que les métiers de barman, maître d'hôtel et autres seront désormais des sous-métiers de la restauration? Ils choisiront la cuisine, alors que nous avons déjà les plus grandes difficultés pour trouver des jeunes pour le service. Demandez au grand chef, demandez à Alain Ducasse ce qu'il pense d'artisan cuisinier. Nous sommes, lui et nous, vent debout contre un tel projet. Oui, Madame la Ministre, il faut aller plus loin et profiter de l'attrait de notre gastronomie. 60% de nos touristes étrangers viennent pour notre cuisine. Il nous faut valoriser ce savoir-faire. Et pour ce faire, je vous propose, avec le temps, dans la concertation, de réserver les noms de restaurants et de traiteurs organisateurs de réception à ceux de nos professionnels qui cuisinent à base de produits bruts. Ce nom est universel, compris de tous, il faut s'en servir. C'est en ce sens, Madame la Ministre, que j'ai proposé à l'OTREC, l'organisation professionnelle de notre secteur, au niveau européen, de créer un groupe de travail sur ce projet pour aboutir, dans la concertation,
avec le temps, à un consensus européen. Sachez d'ailleurs, mesdames et messieurs, en parlant de Lautrec, que les mêmes qui ont torpillé le fait maison, appuyé cette fois par le GNC, le Groupement national des chênes, ont fait perdre à la France son poste d'administrateur à Lautrec, au mépris de l'élémentaire règle démocratique qui veut que le GNI, majoritaire à Lautrec au sein du Collège français, présente son candidat. Ils ont imposé leur candidat. Ne pouvant présenter 2 candidats pour un même pays, le GNI a retiré son candidat. Et le candidat présenté par l'UMI et le GNC, un candidat qui 3 ans plus tôt avait échoué, j'ose le dire, lamentablement, en ne recueillant que 3 voix sur 21, dont celle de la France, et qui, l'histoire se répétant, n'en a pas recueilli davantage cette année, nous faisant lamentablement perdre notre siège d'administrateur. Dois-je vous rappeler que 2 ans plus tôt, le candidat du GNI avait recueilli 18 voix sur 21. Je dis honte à eux, ils ont fait perdre la France. Nos cafés, nos brasseries ne doivent pas être oubliés et nous devrons travailler à la mise en œuvre d'une charte formalisant les exigences de nos clients et les engagements de nos professionnels. Enfin, alors que s'ouvrira dans quelques jours le chantier de la révision de notre classement hôtelier, je propose, Madame la Ministre, que celui-ci s'engage sous votre autorité, avec pour objectif de rejoindre un classement hôtelier européen. Ce classement hôtelier existe. Il s'appelle Hotel Star Union. Il a été construit par les professionnels pour leurs clients. Car nos clients, aujourd'hui, ne viennent pas simplement visiter la France, ils viennent visiter l'Europe. Et la moindre des choses, c'est de leur garantir un niveau d'accueil, de confort, de service similaire d'un pays à l'autre. Un classement européen est aujourd'hui indispensable selon nous. Madame la Ministre, vous l'aurez compris, pour établir nos marges, pour définir un cadre réglementaire équitable et stable, pour valoriser notre travail, il nous faudra travailler ensemble. Il nous faut savoir anticiper, il nous faut réfléchir, il nous faut nous concerter et il nous faut agir. Mes chers amis et mes chers collègues, je sais pouvoir compter sur vous. Madame la Ministre, je compte sur vous pour vous battre à nos côtés, celui des entrepreneurs, celui des entreprises patrimoniales et indépendantes, fiers de ses valeurs et au service de la première destination touristique au monde, nos entreprises ont besoin de ce choc de revitalisation. Je vous remercie.